Ce soir, le gouvernement fédéral prêt à aider financièrement l'Université Laurentienne. On reçoit Mélanie Joly, ministre responsable des langues officielles. Malgré un premier cas de thrombose au pays, Santé Canada maintient sa confiance envers le vaccin d'AstraZeneca. La docteure Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire, nous dit ce qu'elle en pense. Alors que la troisième vague de la COVID poursuit sa progression alarmante, Ottawa devrait-il se mêler davantage de la gestion de la pandémie par les provinces? On en débat avec notre panel de députés. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. On revient ce soir sur ce que plusieurs ont appelé le lundi noir à l'Université Laurentienne. Au bord de la faillite, l'institution ontarienne a éliminé 69 programmes, dont 28 en français, et a aboli plus de 100 postes de professeurs. C'est un coup dur, donc, pour l'éducation postsecondaire en français en Ontario. Le gouvernement fédéral se dit prêt à aider financièrement l'Université Laurentienne. J'en discute avec Mélanie Joly, qui est ministre fédérale responsable des langues officielles. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. La Laurentienne, c'est la deuxième université bilingue de l'Ontario, après l'Université d'Ottawa. En fait, je vous demanderais d'abord, quelle a été votre première réaction en apprenant qu'il y avait autant de programmes, dont plusieurs en français, qui ont été carrément abolis à l'Université Laurentienne? Bien, en fait, j'ai été sous le choc. On ne s'attendait pas à des coupures de la sorte et certainement pas qu'on se retrouve avec des professeurs qui perdent leur boulot en pleine session et que des étudiants se retrouvent le bec à l'eau. Donc, notre objectif depuis le début, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une institution forte pour les francophones dans le nord de l'Ontario. Et là, clairement, ce qui se passe, c'est vraiment... C'est tragique pour les droits linguistiques et pour la communauté franco-ontarienne dans le nord de l'Ontario. Alors, en ce sens-là, c'est pour ça que, comme gouvernement fédéral, on doit agir et on est en mode solution. Bon, votre gouvernement l'a déjà dit cette semaine, vous êtes prêt à étudier des possibilités d'aide financière pour assurer, en fait, la pérennité de l'institution. Oui. Mais on sait que l'éducation postsecondaire, c'est de compétence provinciale. Ça vous prend donc des demandes expresses du gouvernement de l'Ontario avant d'agir. Est-ce que vous avez eu des discussions jusqu'à maintenant avec le gouvernement de Doug Ford? Il y a quelques semaines, j'ai contacté en fait le ministre de l'Éducation et également la ministre des Affaires francophones en Ontario. J'avais l'occasion de leur parler de la fameuse réforme sur la loi sur les langues officielles et au même moment, je leur ai parlé de la question de l'Université Laurentienne parce que j'étais préoccupée du sort de l'université alors même que le tout était devant les tribunaux. Ils m'ont à ce moment-là mentionné que les procédures devant les tribunaux se poursuivaient et je leur ai dit, écoutez, si vous êtes en mode solution, moi je le suis et ça va me faire plaisir de trouver des façons que le gouvernement fédéral en puisse soutenir le tout. Je pense qu'il y a différents scénarios qui sont sur la table, mais c'est certainement au gouvernement de l'Ontario à jouer son rôle pour organiser la communauté, trouver des solutions et être en mesure d'offrir une charge de cours intéressante à la population estudiantine et certainement aussi de ne pas perdre l'expertise qui a été développée à l'Université Laurentienne au cours des décennies dans le domaine. Mais depuis qu'on a annoncé l'abolition des programmes, de plusieurs programmes et les mises à pied, est-ce que vous avez eu des discussions de possible aide financière du fédéral avec le gouvernement de l'Ontario? J'ai fait parvenir une lettre encore hier à ma collègue et j'espère être en mesure de lui parler aujourd'hui. Mon bureau et le sien sont en contact. Alors, l'objectif, c'est justement qu'on puisse travailler ensemble. Bon. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Caroline Mulroney et moi, on a eu l'occasion, après plusieurs mois de négociations, d'en arriver à une conclusion lors de, finalement, le dossier de régler le dossier de l'Université franco-ontarienne. Alors, on est capable de trouver encore une fois une solution pour justement répondre aux problèmes présents. Parce que la ministre Mulroney a confirmé justement que vous lui avez envoyé une lettre à ce sujet, mais pas de réponse encore de façon formelle du gouvernement ontarien, si je comprends bien. Est-ce que vous avez eu un accusé de réception? Quelle a été la suite de cette lettre que vous avez envoyée au gouvernement ontarien? Mais c'est ça. Mon bureau et le sien sont en contact aujourd'hui. On essaie de se parler et je vais me rendre disponible, bien entendu, parce qu'il y a urgence en la matière. Oui, vous dites on essaie de se parler. Comment vous interprétez, ça semble compliqué, là, l'attitude du gouvernement Ford dans ce dossier-là? Parce que le premier ministre Ford ne répond pas aux questions des journalistes non plus au sujet de l'Université Laurentienne.
Mais je pense aussi que l'intervenant clé, non seulement le premier ministre, mais aussi le ministre de l'Éducation supérieure, Ross Romano. Et c'était finalement avec M. Romano aussi qu'on s'était entendu sur l'Université franco-ontarienne, avec Mme Roney, bien entendu, mais c'est certainement le portfolio de M. Romano. Alors, notre objectif aussi, ça va être certainement de lui parler, mais au final, là, au-delà des conversations, il faut avoir des solutions sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'Université Laurentienne poursuit sa mission? Est-ce qu'on va avec une université bilingue? Est-ce qu'on fait en sorte plutôt qu'on crée une université franco-ontarienne dans le nord de l'Ontario? Donc, voilà, il faut être capable de travailler sur la suite des choses parce que le statu quo est inacceptable. Oui, bon, vous parlez justement de la suite des choses. J'aimerais vous ensemble, de façon générale, là, sur les raisons de cette crise à l'Université Laurentienne. C'est une université qui est, bon, je le disais d'entrée de jeu, au bord de la faillite. On sait que la pandémie a fragilisé les finances des universités un peu partout au Canada. Est-ce que ça peut expliquer en partie l'abolition de ces programmes et les mises à pied à l'Université Laurentienne, ou si c'est plutôt, selon vous, un cas de mauvaise gestion des fonds à l'université? J'ai pas toute l'information à ce temps-ci, là, à ce moment-ci, savoir qu'est-ce qui est arrivé au niveau de la gestion des finances de l'université. J'imagine qu'il y aura certainement de l'information, peut-être potentiellement une enquête sur la question, mais c'est pas à moi à faire des hypothèses là-dessus. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que présentement, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des étudiants qui étaient en pleine session, qui ont perdu leur cours. Et donc, c'est vraiment, c'est tragique. Alors, dans ces circonstances-là, nous, il faut trouver une façon de pouvoir transférer ces étudiants-là, être en mesure aussi de ne pas perdre l'expertise qui a été développée dans le nord de l'Ontario. Puis au final aussi, on doit reconnaître que nos institutions postsecondaires en situation minoritaire, donc francophones à l'extérieur du Québec, font face à un défi. Un défi parce que, justement, vous parliez de la pandémie, il n'y a pas d'étudiants nécessairement universitaires internationaux qui sont dans nos écoles présentement, ce qui est normalement une source de revenus importante pour nos universités, mais aussi qu'elles font face à des défis qui leur sont propres, étant donné leur statut minoritaire. C'est pour ça que dans le document de réforme que j'ai soumis maintenant il y a 2 mois, l'objectif, c'est de reconnaître que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle plus important, prépondérant, pour soutenir ces institutions-là qui sont clés à la vitalité de nos communautés minoritaires. Pour revenir sur le cas plus précis de l'Université Laurentienne, parmi les solutions qui sont envisagées, il y a que l'Université de Sudbury récupère les programmes qui ont été abolis à l'Université Laurentienne. Donc, on transfère ces programmes-là à l'Université de Sudbury. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que c'est une bonne idée? Bien, moi, je pense que il faut être en mode solution. Il faut être capable de trouver une façon que les gens qui étudiaient par exemple, pour devenir sage-femme à l'Université Laurentienne, alors que c'est le seul programme offert en français à l'extérieur du Québec, et que ce programme-là est clé pour même le fait d'offrir des services médicaux dans le Grand Nord canadien, il faut trouver une façon que ces personnes-là puissent continuer leur éducation. Qu'on ne les fasse pas traîner entre-temps avec un demi-diplôme, alors qu'elles pourraient participer certainement aux efforts sanitaires au pays, là. Ouais. Donc, c'est un exemple, mais il y en a plusieurs autres. Et justement, dans ces circonstances-là, on doit être capable d'être en mesure d'accommoder plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Il y a quand même des centaines d'étudiants qui se retrouvent dans cette situation-là. Il faut être également capable de payer les salaires des professeurs qui doivent continuer à offrir ces cours-là. Oui. Et entre-temps, évidemment, on comprend que les pourparlers entre le fédéral et le gouvernement de l'Ontario sont vraiment embryonnaires à ce stade-ci. Mélanie Joly, ministre fédérale responsable des langues officielles. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Passez une bonne journée, Esther. À vous aussi. Au revoir. Santé Canada persiste et signe. Le vaccin d'AstraZeneca demeure sécuritaire et ne compte pas en suspendre l'utilisation. L'Agence fédérale a fait cette mise au point après qu'un premier cas de thrombose lié à ce vaccin ait été signalé au pays. C'est chez une femme de la région de Québec qui repose maintenant chez elle dans un état jugé satisfaisant. Tout au plus, Santé Canada recommande la mise à jour des étiquettes sur le vaccin pour y indiquer les risques possibles de thrombose dans de très rares cas. Alors voici ce que le docteur Marc Berthiaume de Santé Canada avait à dire à ce sujet aujourd'hui. Je tiens à insister sur ce qui ne change pas.
Santé Canada estime toujours que les avantages du vaccin d'AstraZeneca l'emportent sur les risques de contracter la COVID-19. En outre, notre avis ne se limite pas à l'utilisation du vaccin pour un groupe d'âge ou un sexe en particulier. Comme tous les vaccins autorisés se sont révélés très efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès, nous continuons à vous encourager à recevoir le premier vaccin qui vous est offert. La docteure Nathalie Granvaux est spécialiste en médecine moléculaire et professeure à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Granvaux. Bonjour, Madame Béja. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Santé Canada de maintenir sa confiance envers le vaccin d'AstraZeneca? Je pense que c'est une très bonne chose. Le vaccin d'AstraZeneca, malgré les quelques cas rares de thrombose qui lui sont associés, c'est un très bon vaccin qui est un outil absolument essentiel pour lutter contre la pandémie. On sait qu'il y a quelques risques qui ont été évalués par différentes agences et qui sont maintenant notés dans les effets secondaires possibles. On sait les repérer et il faut utiliser cet outil pour combattre la pandémie. Les risques-bénéfices, c'est-à-dire les risques associés à ce vaccin, sont beaucoup plus faibles que les dommages que peut faire la COVID-19 quand on en est atteint. Et on prend tous les outils à notre disposition. Maintenant, sur le vaccin de Johnson & Johnson, les autorités de santé aux États-Unis, on l'a vu, ont décidé de suspendre son utilisation à cause de cas rares de thrombose également survenus chez des personnes vaccinées aux États-Unis. Le Canada, on le sait, attend quelques 10 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson d'ici le mois de septembre. Les premières doses sont même attendues d'ici la fin du mois d'avril, donc c'est bientôt. Est-ce que le Canada devrait prendre la même décision de suspendre ce vaccin de Johnson & Johnson, la même décision que les États-Unis? Mais pour l'instant, les États-Unis sont en mode d'analyse des données qui sont associées à ces cas de thrombose, exactement le même principe que ce qui s'est passé avec le vaccin d'AstraZeneca. D'ailleurs, on est dans le même genre de formulation de vaccin. Ce sont 2 vaccins à adénovirus, donc il semble y avoir quelque chose d'associé avec ça. Donc, ils vont les analyser et faire une recommandation par la suite. Et je suis certaine que Santé Canada est en train d'analyser ces données également pour ajuster sa recommandation si nécessaire au moment où nous, on va avoir des doses de disponibles au Canada. Et nos comités d'immunisation, les comités conseils, vont également regarder ces données et faire, comme pour le vaccin d'AstraZeneca, limiter l'utilisation s'ils pensent que c'est nécessaire pour une question de sécurité. Oui, comme on attend les doses à la fin du mois d'avril, ça laisse quand même quelques temps aux autorités pour l'étudier davantage. Absolument. J'aimerais vous entendre maintenant sur le port du masque à l'extérieur au Québec. On sait que le gouvernement Legault a changé d'idée aujourd'hui. En fait, il a laissé tomber l'obligation de porter le masque dehors, sauf pour ceux qui respectent pas ou qui peuvent pas respecter la distance de 2 mètres et qui n'habitent pas à la même adresse. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre, selon vous? Je pense que ça demandait des clarifications. La façon dont ça avait été annoncé, ça avait été un petit peu fait par communiqué qui n'était pas vraiment expliqué à la population pourquoi ils avaient pris la décision initiale de demander le port du masque dans certaines circonstances. Donc là, ça clarifie. Je pense que ce qui a été fait aujourd'hui, c'est une très bonne chose parce que le risque est vraiment... est beaucoup plus faible à l'extérieur. Il n'a jamais été nul, mais on a toujours dit aux gens, vous pouvez vous regrouper un certain nombre de personnes maximum, dépendant des recommandations de la santé publique avec les taux de transmission à certains moments. Mais on devait toujours on peut se rencontrer à l'extérieur, mais avec une distance de 2 mètres minimum. Et ça, c'est vraiment important que les gens le comprennent et le respectent. Ce qui a du coup été rajouté maintenant, c'est que quand on n'a pas ces 2 mètres et qu'on est en exposition prolongée, de porter le masque, parce qu'avec les variants, on n'a pas toutes les données qui nous permettent d'exclure pour le moment qu'il ne puisse pas y avoir là aussi une augmentation de la transmission. Et comme on voit que cette 3e vague au Canada et aussi dans certaines régions du Québec est vraiment très, très, très forte, on veut limiter toutes les transmissions possibles. Donc, ce petit ajustement, quand on ne peut pas être à distance à l'extérieur, c'est une protection supplémentaire. Puis, je pense que c'est prudent de le faire, sachant que la vaccination arrive et ça serait dommage de se contaminer maintenant par manque de précaution. Ouais. Donc, c'est une très bonne... Selon moi, c'est quelque chose qui est valable. C'est une bonne précision à faire. Vous parlez de la vaccination qui arrive et qui se poursuit. Je vais vous entendre maintenant sur les directives sanitaires pour les personnes qui sont vaccinées parce que, bon, la vaccination avance. Il y a de plus en plus de gens qui sont vaccinés. Au Québec, par exemple, c'est maintenant 1 personne sur 4 qui a reçu une première dose. Qu'est-ce qui est permis de faire de façon sécuritaire après une dose de vaccin?
Ben après une dose de vaccin, le comportement ne devrait pas changer. On n'est pas considéré vacciné tant qu'on n'a pas eu les 2 doses et quelques semaines après les 2 doses. Donc pour le moment, les personnes qui ont reçu une seule dose doivent continuer de se protéger exactement de la même manière que quand elles n'avaient pas reçu la première dose. Particulièrement, il nous manque encore quelques données sur la transmission. On commence à être optimiste sur le fait que les vaccins bloquent aussi la transmission, mais on n'a pas encore toutes les informations. Donc pour le moment, quand on a reçu juste une seule dose, il faut vraiment continuer d'appliquer les mesures sanitaires de la même manière que quand on n'avait pas de vaccin. Ouais. Puis on espère qu'à un moment, quand on va avoir plusieurs personnes qui vont avoir eu leurs 2 doses, les autorités de santé publique vont définir certains contextes dans lesquels il pourra peut-être y avoir des rapprochements qui n'étaient pas possibles jusqu'ici. Oui, parce qu'après les 2 doses, justement, parce que la vaccination pour la 2e dose avance dans certains groupes d'âge, en tout cas, est-ce qu'on doit encore porter un masque, respecter la distanciation sociale une fois qu'on a reçu les 2 doses? Qu'est-ce qui est recommandé? Il va y avoir encore des règles sanitaires à respecter parce qu'il faut avoir une bonne partie de la population qui doit avoir reçu ces 2 doses pour commencer à alléger les choses. Et ça va aussi dépendre beaucoup de la situation, de l'émergence potentielle de variants qui pourraient ne pas être reconnus par les vaccins. C'est très difficile de prévoir au jour d'aujourd'hui. Par contre, si on regarde un petit peu ce qui est fait du côté de nos voisins du Sud, le CDC a autorisé des familles où tout le monde, où les membres de la famille auraient été vaccinés avec les 2 doses à pouvoir se visiter les uns les autres. Donc, il va y avoir des scénarios où on va pouvoir alléger tranquillement. Puis je pense que plus on va avoir confiance dans voir les diminutions de transmission, voir l'efficacité des vaccins versus les variants qui pourraient émerger les prochains mois, plus on va avoir des scénarios où on va pouvoir reprendre le plus de normalité possible. Ouais, mais c'est difficile à savoir au jour d'aujourd'hui. Oui, parce que pour le moment, on n'est pas encore rendu là au Canada. Docteur Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Pendant ce temps, la 3e vague de la COVID continue sa progression inquiétante au Canada. Des provinces comme l'Ontario, le Québec et l'Alberta sont aux prises avec des augmentations alarmantes des cas d'infection et aussi des hospitalisations, tellement que certains se demandent maintenant si le gouvernement fédéral devrait se mêler davantage de la gestion de la COVID dans les provinces. Ce sera notre premier sujet avec notre panel de députés que je retrouve avec plaisir. Donc, pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Stephen Blaney, pour le Bloc québécois, Mario Beaulieu et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous 4. Bonsoir. La santé, on le sait, c'est de compétence provinciale, mais là, la situation avec la 3e vague, vraiment, ça devient critique. Est-ce que le gouvernement fédéral, est-ce qu'Ottawa devrait se mêler davantage de la gestion de la pandémie par les provinces? Greg Fergus, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que la meilleure façon de conjuguer avec cette situation critique, c'est que les provinces puis le fédéral travaillent en partenariat comme ils le font maintenant. Les provinces sont responsables pour la santé. Ils ont vraiment les liens sur le terrain, sur la planche à vache avec leurs infrastructures. Le gouvernement fédéral est toujours là pour leur prêter main forte. Certainement, on a fait ça en sécurisant l'accès aux vaccins. Et on est toujours disponible pour les provinces qui ont besoin, qui nous demandent de jouer un rôle plus poussé. Mais on va faire ça en partenariat avec les provinces. Stephen Blaney, des conservateurs, qu'est-ce que vous en pensez? C'est simple. Québec est en mesure de disposer de plus de 70 000 doses par jour de vaccins. Il y a une seule chose, le rôle du gouvernement fédéral, c'est de fournir les vaccins. Et c'est un petit peu comme l'histoire d'Où est Charlie, où sont les vaccins? Alors, le fédéral a la mission, le devoir de se concentrer sur son rôle premier, de jouer son rôle de partenaire, comme l'a dit M. Fergus, et c'est de fournir les vaccins. Et les provinces sont en mesure, sur le terrain, de livrer la marchandise. Je le disais, Québec réussit. Donnez-leur les vaccins, mais malheureusement, on a vu la semaine passée, les centres de vaccination étaient fermés. Pourquoi? Parce que les vaccins n'arrivent pas. Alors que le fédéral se concentre sur sa mission. On a vu tout le cafouillage et ma foi, on n'en serait peut-être pas là. Pourquoi? Parce que le fédéral a cafouillé dans le contrôle de la frontière et dans la livraison des vaccins. Donc, qui se concentrent d'abord sur leur mission première, puis ça va aller beaucoup mieux au pays. Et ne pas se mêler davantage de la gestion de la pandémie par les provinces. Mario Beaulieu du Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, tout à fait. Une chose que le gouvernement fédéral pourrait faire, c'est de hausser les transferts en santé. Depuis des décennies,
le système de santé au Québec, comme je pense dans les provinces, souffre d'un financement lié aux coupes dans les transferts en santé. Alors, au départ, dans les années 60, c'était 50% des dépenses en santé qui étaient financées par le fédéral. Aujourd'hui, c'est 22%. Alors, ça fait que notre système de santé, déjà, quand on est arrivé dans la crise, la pandémie, le système était presque sur le bord de la rupture, alors ça a causé des problèmes énormes. D'autre part, pourquoi cette explosion-là, cette troisième vague aussi forte? C'est un peu, même beaucoup, le résultat de la mauvaise gestion de la pandémie par les libéraux, que ce soit en termes de contrôle des frontières, de leur stratégie d'importation des vaccins plutôt que d'augmenter notre capacité de production des vaccins. Oui, on sent qu'il y a une unanimité entre les conservateurs et le Bloc québécois là-dessus. Alexandre Boulris, est-ce que du NPD, le gouvernement fédéral devrait se mêler davantage de la gestion de la pandémie dans les provinces? Non, le fédéral n'a pas du tout à se mêler de la gestion de la pandémie dans les provinces. Puis, je suis tout à fait d'accord avec M. Beaulieu qu'il faut augmenter de manière substantielle la part du fédéral pour les transferts en santé pour les provinces qui ont vraiment été coupés pendant des années par les conservateurs et reconduits par les libéraux. Par contre, il faut être très honnête là, avec les gens. À court terme, des hausses de transferts en santé, ça ne va pas aider à amener des vaccins puis à vacciner des gens sur le terrain. C'est un plan à moyen terme, c'est parfait. On est tout à fait d'accord avec le 35 % demandé par les premiers ministres provinciaux. Mais à très court terme, il faut obtenir plus de vaccins. Les libéraux de M. Trudeau ont vraiment été extrêmement mauvais là-dessus. Aujourd'hui, à la période des questions, M. Trudeau disait « Hey, 20 % des Canadiens sont vaccinés. » Aux États-Unis, ils sont rendus à 50-60 % Il y a des pays européens. Voilà. Les Royaumes-Unis étant bien plus en avance que nous. Nous, ce qu'on dit, c'est que oui, il faut être en partenariat. Est-ce qu'on pourrait explorer l'idée, par exemple, que les services, l'offre de services des Forces armées canadiennes pourrait aider à avoir plus de bras sur le terrain pour donner des vaccins? Il y a des spécialistes, il y a des infirmiers, des infirmières qui sont dans les Forces armées. Peut-être qu'on pourrait les utiliser. On les a utilisés dans le passé, il y a quelques mois, dans les CHSLD. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter. Mais encore une fois, je vais être d'accord avec M. Blaney. Si on ajoute des ressources sur le terrain, mais qu'il n'y a pas de vaccins distribués, on a un petit problème. Bon. L'autre sujet du jour aujourd'hui, parce que le temps file, puis je veux vous entendre là-dessus, c'est les compressions draconiennes à l'Université Laurentienne et les impacts sur les francophones en Ontario. On apprenait aujourd'hui qu'il y a un débat d'urgence qui a lieu ce soir aux communes. On sait que l'éducation, c'est comme la santé, c'est de compétence provinciale, mais Ottawa se dit prêt à aider financièrement le gouvernement de l'Ontario. J'ai reçu plus tôt à cette émission la ministre Mélanie Joly. Il y a des contacts entre les deux gouvernements, Ottawa et l'Ontario, mais ça semble très embryonnaire. Stephen Blaney, des conservateurs, qu'est-ce que le gouvernement fédéral pourrait faire de plus dans le dossier de l'Université Laurentienne? C'est très simple. La ministre Joly a l'occasion de passer de la parole aux actes. On le sait, elle a fait un livre blanc, mais rien de concret. 2 mesures concrètes pour l'Université Laurentienne. La première, c'est un moratoire. On doit maintenir une année complète tous les programmes francophones à l'université. Et d'une part, et d'autre part, c'est de rediriger les fonds de 12 millions pour l'université vers l'Université de Sudbury pour éventuellement avoir une entité francophone. Donc, un moratoire. Le fédéral a un rôle de leadership à jouer. C'est dans la lettre mandat de la ministre Joly. On s'attend à ce qu'elle vienne secourir les minorités francophones. Notre chef a été très clair. Dans les 100 premiers jours d'un gouvernement conservateur, on s'engage à augmenter le financement des institutions postsecondaires. Mais présentement, il y a une situation d'urgence. Mais on la voit partout au pays. On la voit aussi au campus Saint-Jean. Il y a des investissements ponctuel. Le fédéral n'a pas à attendre. Il a un rôle de leadership à jouer. C'est sa responsabilité. Alors, laissons faire les livres blancs et les promesses après les élections. Passons à l'action maintenant. Mario Beaulieu, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée qu'Ottawa intervienne dans ce champ de compétences des provinces pour sauver des programmes francophones dans une université en Ontario? Comment vous voyez ça au Bloc? Comme il l'a fait pour l'Université de l'Ontario français, le gouvernement fédéral devrait pouvoir faire pression et essayer de prendre une entente avec le gouvernement ontarien. Déjà, qui s'ingère directement, je pense que ce serait assez néfaste pour la suite des choses. Puis ce qu'on vit actuellement, c'est le résultat du fiasco de la loi sur les langues officielles. La loi sur les langues officielles, dès le départ,
il y avait presque la plus grosse partie du financement qui était destiné aux anglophones au Québec. Quand on voit ce qui se passe partout, le campus Saint-Jean, c'est révoltant. Hier, au comité des langues officielles, on recevait Mme Risbod là, de l'Association des francophones en Alberta. Puis là-bas, il y a eu, je pense en 2019, 98 millions d'annoncés pour les infrastructures de toutes les universités, rien pour le campus Saint-Jean. Mm-hmm. Il y a eu des offres, là encore, du gouvernement libéral qui ont été refusées. Le gouvernement fédéral, là, pour financer les infrastructures, ça a été refusé. C'est presque une tentative d'assimilation. Ça nous rappelle toutes les lois qu'il y a eu qui interdisaient complètement l'enseignement du français aux francophones. Alexandre. Et c'est en raison des lois. Alexandre Boulris, pour revenir au code de l'Université Laurentienne, qu'est-ce qu'Ottawa devrait faire? D'abord, on est très fiers au NPD d'avoir obtenu le débat d'urgence ce soir à la Chambre des communes. C'était notre initiative. Et oui, Ottawa a une responsabilité sans se mêler nécessairement de l'enseignement dans les universités, mais de financement. Il y a un sous-financement chronique d'éducation postsecondaire depuis des années à cause du gouvernement fédéral. Et la Laurentienne, c'est peut-être le canari dans la mine. C'est peut-être le symbole ou le premier signe qu'on voit. Hier, M. Doucet de Nouveau-Brunswick nous disait à l'Université de Moncton, c'est peut-être juste une question de temps avant qu'il y ait des coupures dans les programmes en français également. Et Mélanie Joly, là, la ministre, elle envoie une lettre à son homologue ontarien qui a dit « Le gouvernement demeure prêt à étudier la possibilité de... » Demeurer prêt à étudier la possibilité de... C'est pas mettre le point sur la table, c'est pas être sérieux, ça, là. C'est vaguement, peut-être, on pourrait faire quelque chose. Si elle a à cœur, vraiment, la ministre, là, la francophonie puis les programmes en français, il faut qu'elle soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus franche que ça. Il faut qu'elle prenne le téléphone, qu'elle appelle le gouvernement ontarien puis dise « ça n'a pas de maudit bon sens, puis il faut régler ce problème-là ». La francophonie, là, c'est pas juste un slogan électoral. Il faut que ça soit en action pour vrai. Greg Fergus, alors vous venez d'entendre vos collègues. Est-ce que votre gouvernement devrait faire preuve de plus de fermeté dans le dossier de l'Université Laurentienne? En entendant mes collègues, j'insiste qu'ils doivent retourner sur les bancs d'école pour mieux apprendre leur histoire. C'était quel gouvernement qui était là pour s'assurer que l'Université de l'Ontario français soit financée? C'était le gouvernement fédéral. On était là, on avait tenu parole et on était là, et on est là pour la Laurentienne aussi. Mais encore une fois, il faut travailler. C'est ça qu'on avait fait avec l'UOF. Il faut travailler avec les provinces pour s'entendre parce qu'il faut qu'ils développent un plan pour qu'on puisse arriver là, mais la porte est grande ouverte, comme la ministre a dit, et puis on veut jouer notre rôle pour s'assurer la pérennité, la promotion du fait français, non seulement au Québec, mais à travers le Canada. Il reste moins d'une minute. Est-ce qu'il y en a un de vous quatre qui veut réagir là-dessus? Essentiellement, l'Université Laurentienne a connu des problèmes systémiques. Tout le monde veut réagir. Allez-y. Bon, on va commencer par M. Blaney. Allez-y, mais très rapidement. Parce que l'Université Laurentienne a connu des problèmes systémiques et le français a été traité un peu comme un citoyen de seconde classe au sein de l'institution. Il y a une réforme à apporter à la gouvernance en fonction avec la communauté francophone du Nord d'Ontario, mais également, on doit quand même, pour l'instant, préserver l'intégrité des programmes avec un moratoire. Mario Beaulieu, je veux donner le temps à Mario Beaulieu, 10 secondes. Très longtemps, tous les partis qui sont là en ce moment ont joué à l'autruche. On donnait l'image, tout va bien, le Canada est un modèle pour ces minorités linguistiques. C'est pas du tout le cas. Et c'est assez incroyable ce qui se passe. Mais là, on commence à admettre qu'il y a un déclin du français, mais il est très tard. Alors, il va falloir vraiment, pas une modernisation, mais une modification en profondeur de la loi sur les langues officielles. Alexandre Boulris, le mot de la fin en 10 secondes. Vous savez, ça fait au-dessus d'un an qu'on sait que la Laurentienne avait des difficultés financières. Malheureusement, le gouvernement libéral n'a rien fait, s'est traîné les pieds, puis là, il attend que ça explose avant de peut-être agir. C'est très dommage. Alexandre Boulris, Greg Fergus, Stephen Blaney, Mario Beaulieu, merci beaucoup. On va suivre évidemment ce débat d'urgence. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Mme Bégin. Merci, au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 14 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.